Dernier morceau de ce test, la stéréochimie. Et ben effectivement, je commençais par des questions de cours sur des définitions dont je vous ai dit que vous devez les connaître sur le bout des doigts. Je suis pas encore satisfaite de la manière dont vous les restituez. Il faut que les phrases soient absolument inattaquables. Pour définir la chiralité, vous avez la première solution qui est de dire qu'il n'est pas superposable à son image à travers un miroir, c'est-à-dire son image spéculaire. Le corollaire, c'est qu'en chimie organique, je cherche des composés ayant plusieurs carbones asymétriques et ni plan ni centre de symétrie. Faites une petite distinction entre les deux phrases. J'emploierai nombre de ces étoiles, ni plan ni centre, quand on m'a proposé une molécule et que on me demande si cette molécule est chirale. Je travaille sur un exemple. Si on me demande la définition du mot, alors je répondrai « il n'est pas superposable à son image spéculaire ». J'ai une petite nuance entre les deux. Le mot lévogir fait référence à l'existence d'un pouvoir rotatoire. Je vous rappelle qu'il faut que le composé soit chiral pour qu'il y ait un pouvoir rotatoire. Et quant à la phrase, eh bien je vous laisse à nouveau la regarder, la prendre en entier. Il ne peut pas manquer le moindre mot de cette phrase-là. Je l'ai assorti du petit dessin qui explique qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un polarimètre. Retravailler ces notions-là, ce n'est que du cours. Quant au nom des fonctions, je reconnais que l'époxyde était plus difficile, mais il fait partie des fonctions que nous verrons au cours de l'année, donc c'est bien de faire connaissance si ça n'était déjà pas le cas. Les questions suivantes traitent de la recherche de la configuration absolue des carbones asymétriques ou de la configuration de la double liaison qui avait des propriétés de stéréoisomérie géométrique. Alors, aucun problème, hein, vous êtes extrêmement nombreux à avoir trouvé les bonnes réponses, mais je suis encore une fois pas très satisfaite du fait que, puisqu'il y en a peu des questions et que visiblement encore on est très près du cours, au moins une fois, développer le raisonnement qui est mis en œuvre par les règles CIP. C'est bien beau de me dire j'utilise les règles CIP, mais si vous dites pas ce que vont vous permettre de faire ces règles-là, dites-vous bien que ça sera insuffisant. Donc, ça vous tue pas d'écrire on classe les substituants par numéro atomique croissant, de sortir le classement des groupes, certains ont développé des arborescences, pourquoi pas si vous en avez besoin, c'est pas indispensable si vous êtes à l'aise, c'est vous qui voyez, et ensuite une phrase en disant dans quel sens on regarde la molécule et dans quel sens ensuite on imagine l'enchaînement des trois groupes. C'est une fois qu'on pose ces phrases-là. On a démontré comment on réfléchissait, on justifie la configuration absolue du carbone. Pour le deuxième, vous remarquerez que je n'ai presque pas détaillé. J'ai fait le petit dessin de Newman, ça m'aide à montrer que je pose un raisonnement. Et je trouve la configuration absolue S aussi. Même raisonnement pour trouver E. Quand il y a des erreurs, c'est généralement que vous aviez eu du mal à prendre en compte le carbone qui portait une double liaison dans le cas de l'atome C15. Et n'oubliez pas qu'il est prioritaire, hein, parce qu'il compte pour 2 carbones sur les 2 carbones de la double liaison. Là, peut-être qu'une arborescence vous aurait aidé, je confirme. Pour terminer, beaucoup d'erreurs sur le nombre de stéréoisomères. D'abord parce qu'il fallait compter le nombre total de carbones asymétriques planqués dans la molécule, qu'il y en avait 7. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une double liaison qui peut être Z ou E, ce qui amène aussi une source de stéréoisomérie. Et donc il y avait en tout 2 puissance 8 stéréoisomères. Voilà, ce sujet se terminait par une question de mésomérie qui a été traitée par personne, on va pas se mentir, pour une raison très simple, c'est que visiblement vous ne saviez pas écrire le groupement NO2, qui est un groupement classique hein, dans les formes mésomères. Donc je vous rappelle, on l'a revu en TD depuis peut-être, qu'il faut faire attention à ne pas écrire un azote avec 5 liaisons autour, parce que ça fait franchement désordre, et qu'à partir du moment où on a écrit ça, il va y avoir 2 possibilités pour commencer les formes mésomères. On ne les commence pas au pif, on ne les commence surtout pas par une double liaison carbone-carbone, on les commence avec un effet mésomère que l'on connaît. Et ces effets mésomères, ils sont au nombre de 2. Soit vous commenciez par le chlore, en vous rappelant que le chlore ayant des doublés non liants, la première chose que je vais pouvoir mettre en place, c'est une flèche à caractère donneur plus M de Cl vers le cycle, et ça on sait qu'il faut 2 flèches, puisqu'un doublé doit redevenir un doublé. Ce que moi j'ai fait dans l'exemple que j'ai choisi, j'ai commencé par le chlore. Mais c'est pas une obligation, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait aussi décider de commencer par le groupement nitro.
Les deux peuvent être séparés si vous n'êtes pas encore à l'aise. Si je regarde du côté du groupement nitro, ce qui me saute aux yeux, c'est la liaison insaturée entre N et O. Et je sais que quand il y a une liaison avec des hétéroatomes électronégatifs en liaison multiple, alors la première flèche de démarrage que je vais avoir le droit d'écrire est une flèche avec un effet -M, qui vient déplacer les électrons vers l'atome électronégatif. Si vous regardez les formes mésomères que j'ai écrites, il y a bien un moment où cet effet-là est venu lui aussi se rajouter. Donc les deux effets se combinent. C'est pas une obligation, on pourrait y avoir des exercices où ils sont indépendants, où il y a deux jeux de déplacement. Là, en l'occurrence, j'avais fait attention que ça vous pénalise pas trop de commencer d'un côté ou de l'autre. Oui, écrire des formes mésomères, c'est long. Oui, il faut s'appliquer, il faut réfléchir et poser doucement les flèches. Je vous rappelle que le but, c'est d'écrire le moins de flèches à chaque changement de forme, de manière à localiser le maximum d'atomes qui vont être porteurs des charges qui se baladent sur le système conjugué. C'est pas parce que vous mettez 4 ou 5 flèches d'un coup que vous avez compris à quoi sert le phénomène de mésomérie. La mésomérie, ça met en évidence le partage de l'instabilité sur le plus grand nombre possible d'atomes dans une structure moléculaire. C'est ça qui fait que ça stabilise. Donc, reprenez ces formes mésomères, entraînez-vous à les écrire en vous appliquant. Plus vos molécules seront bien dessinées, bien structurées et vos flèches clairement lisibles, plus vous arriverez facilement au bon résultat. Attention à dessiner des flèches suffisamment visibles. Vous avez vu qu'on les fait bien tourner. On doit voir d'où elles partent et où elles arrivent. Voilà, avec un peu d'entraînement, ça ne posera plus de difficultés. Mais il faut reprendre ces petites notions-là. C'est le moment ou jamais parce qu'en orga, on va s'en servir à chaque fois.